Je suis rentrée pour le week-end de la Toussaint. La maison était vide, à l'exception du beau-père de mon mari, assis dans un fauteuil à bascule. Une note griffonnée attendait sur le buffet. En croisière avec mon ex. Tu restes ici pour t'occuper de Paul. Il a besoin de toi. Le fauteuil grinça. Paul ouvrit un œil et dit simplement: On commence? J'ai hoché la tête. 4 jours plus tard, mon mari me suppliait à genoux. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, si vous venez de découvrir cette histoire, pensez à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur j'aime si vous aussi, on vous a déjà laissé tomber alors que vous donniez tout. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, parce que je me demande encore si ce genre de trahison familiale, c'est un cas isolé, ou si c'est plus courant qu'on ne le croit. Le mot tremblait entre mes doigts alors que mon visage se vidait de sa couleur. Partie en croisière aux Antilles avec Émilie. Maman a décidé de venir aussi. Elle avait besoin de souffler. Tu restes ici pour veiller sur Paul. Il a besoin de toi. On rentre lundi. Adrien. J'ai relu. 2 fois. Persuadée d'avoir mal compris. Le papier a glissé de mes mains jusqu'au plan de travail de la cuisine. Elles étaient devenues insensibles. Lundi. Il ne revient pas avant lundi. La voix rauque derrière moi m'a fait sursauter. Paul se tenait dans l'encadrement de la porte, appuyé sur sa canne, mais ses yeux étaient trop vifs, trop présents, pour coller à la description d'un vieil homme sénile. Non, ai-je murmuré. Non, personne ne revient. Ils sont tous partis. Il a hoché la tête, comme s'il s'y attendait. Ils t'ont laissé avec les corvées, hein? Typique Adrien. J'étais arrivée à la maison familiale des Bessons à peine 30 minutes plus tôt. Ma voiture débordait de cadeaux et d'ingrédients pour préparer le dîner de la Toussaint. Le silence ambiant aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Aucun parfum de dinde rôtie, aucun bruit de match de foot à la télévision, aucune salutation joyeuse. Juste une maison glaciale, pas chauffée, et Paul seul dans son fauteuil, les yeux rivés sur moi avec une acuité presque gênante. Je comprends pas, ai-je soufflé en m'asseyant à la table de la cuisine. On préparait cette fête depuis des semaines. Sa mère devait accueillir tout le monde. J'ai sorti mon téléphone et relancé Adrien. Boîte vocale. Encore. Paul s'est traîné jusqu'au frigo et en a sorti une carafe d'eau. C'est comme ça depuis mardi. Pas un bruit. Ils sont partis ce matin-là. Il a rempli son verre, les mains légèrement tremblantes. Même pas pris la peine de faire les courses. J'espère que t'as prévu des provisions. J'avais ramené des canneberges, des patates douces, les ingrédients de ma tarte aux pommes maison. Des contributions à un repas de famille, pas de quoi nourrir 2 personnes abandonnées. Mon téléphone a vibré. J'ai cru, l'espace d'un instant, qu'Adrien m'écrivait. Mais non. C'était une alerte Instagram. Sa sœur l'avait tagué dans une photo. J'ai ouvert l'application avec appréhension. La photo m'a coupé le souffle. Adrien, sur le pont d'un navire, le bras autour d'une blonde que je connaissais. Émilie, sa collègue de travail, celle qu'il évoquait de plus en plus souvent ces derniers mois. Tous les deux souriants, des coupes de champagne à la main. Légende. Nouveau départ, croisière aux Antilles, avec Adrien Besson et sa famille. Famille. Ce mot m'a lacéré. J'ai continué à faire défiler les images. Sa mère, Jeanne, un cocktail à la main, parfaitement détendu. Un autre cliché montrait Adrien et Émilie lors d'un dîner visiblement romantique. Le post datait de 2 jours. Cela prouvait que tout avait été organisé bien avant que mon mari ne m'annonce que nous étions attendus pour la Toussaint chez sa mère. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant » m'a demandé Paul. J'ai tourné l'écran vers lui. Ils sont en croisière avec Émilie, celle qu'il disait être juste une collègue. Ma voix s'est brisée. Pendant que je faisais les courses et que je posais des jours pour venir cuisiner un repas de famille. Paul a hoché lentement. Émilie est là depuis au moins 3 mois. Elle a déjà appelé ici plusieurs fois. Voix douce, rire insupportable. Je l'ai fixé. Tu savais. Il a tapoté sa tempe avec un doigt noueux. Je capte plus de choses qu'il ne pense. Mon esprit est toujours affûté, malgré ce que prétend Adrien. Mon esprit a bifurqué vers notre compte en banque. J'ai lancé l'appli. 3 jours auparavant, retrait de 4 900 €. Presque toutes nos économies. L'argent qu'on économisait pour acheter notre première maison. La maison qu'Adrien m'avait promis après les fêtes. Il a pris notre argent, ai-je murmuré en lui montrant l'écran. Paul n'a pas semblé étonné. Ils me font le même coup depuis des années.
toujours soi-disant pour mes soins. Pendant ce temps, Jeanne coupe le chauffage et retarde mes médicaments, puis s'offre un nouveau sac à main hors de prix. J'ai eu la nausée. Ce n'était plus seulement une trahison amoureuse, c'était une opération froide, méthodique, une mise à l'écart de ceux qui ne servent plus. Mon téléphone a sonné. C'était ma meilleure amie, Léonie. Je n'ai pas répondu. Trop humiliée pour lui expliquer. Il reste de la soupe, si tu veux, a proposé Paul. C'est pas le festin de la Toussaint, mais ça nous calera. J'ai balayé la cuisine du regard. Vaisselle sale, contenant vide, reste de fast-food. Il n'avait même pas nettoyé avant de partir. Quelque chose s'est durci en moi. Non, ai-je dit d'un ton que je ne me connaissais pas. On mérite mieux qu'une vieille soupe. J'ai attrapé mon manteau. Je vais faire les courses. On aura un vrai repas. Paul m'a regardé, surpris, puis content. Pas mangé maison depuis des mois. Adrien me ramène juste des burgers. Au supermarché, j'ai pris un filet de dinde, des pommes de terre, quelques légumes. Je flottais entre les rayons, hébété. Quand je suis rentrée, Paul avait nettoyé un peu le plan de travail. Il m'attendait à table, un tas de documents devant lui. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. « L'épreuve, a-t-il dit. Relevé de compte, ordonnance, traces de négligence. Je compile tout depuis des mois. Adrien et Jeanne pensent que je suis juste un poids mort. Ils ne savent pas que j'ai tout vu, tout noté. Il m'a tendu un dossier. J'ai feuilleté. Virement suspect. Rendez-vous médicaux ignorés. Détails glaçants. « Pourquoi tu me montres ça ?» ai-je demandé. Il s'est penché vers moi. « Parce que toi aussi, ils t'ont laissé tomber. Et parce que je n'ai plus beaucoup de temps. » Il m'a montré un dossier médical. Cancer du pancréas. Stade terminal. 2 ou 3 mois tout au plus. Je me suis effondrée sur la chaise. Je suis désolée, Paul. Il a haussé les épaules. Pas besoin de pitié, juste d'un peu d'intelligence. Il m'a fixé, le regard intense. Ils pensent avoir refilé une corvée. En réalité, ils nous ont offert une opportunité. J'ai cligné des yeux. Une opportunité pourquoi ? Il a esquissé un sourire. Pour faire justice. Il a sorti une enveloppe de sous la pile. Voici mon vrai testament. Pas celui que Jeanne et Adrien croient connaître. Je n'ai pas osé le toucher. Paul, je comprends pas. Il s'est adossé à sa chaise, me scrutant avec attention. Puis, d'un ton calme, j'ai besoin de ton aide pour tout consigner, pour organiser mes dernières de volonté. Et en échange, je veillerai à ce que tu sois protégé financièrement. Quand je ne serai plus là, ils perdront tout ce qu'ils pensaient obtenir. J'ai fixé cet homme que je connaissais à peine, et pourtant, je ressentais un lien profond. Nous avions été trahis par les mêmes personnes. La maison était silencieuse. La lumière de fin d'après-midi découpait des ombres nettes sur le parquet vide. Un vide laissé par une famille qui aurait dû être là. D'accord, ai-je dit enfin. On commence. Paul s'est adossé, l'air épuisé. Son énergie nouvelle retombait déjà. Tu devrais te reposer, ai-je proposé. Je vais préparer le dîner. Mais il a secoué la tête. Pas tout de suite. Il faut que tu vois certaines choses. Il s'est levé péniblement et m'a emmené dans une petite pièce transformée en chambre. Un lit médicalisé occupait un coin, mais c'était un lit simple, plus classique, qui portait les traces récentes de sommeil. Je déteste ce lit d'hôpital, a-t-il expliqué. Il me donne l'impression d'attendre la mort. Il a ouvert un tiroir verrouillé, en a sorti un épais dossier étiqueté simplement « médical ». Cancer du pancréas, a-t-il dit, alors que je commençais à lire. Stade 4, confirmé depuis 3 mois. J'ai feuilleté les résultats, les comptes rendus, les traitements refusés, les scans inquiétants. 2 mois, a-t-il ajouté. Peut-être moins. J'ai levé les yeux. Adrien est au courant ? Bien sûr, Jeanne aussi. Elle était présente à l'annonce. 2 jours après, elle parlait déjà de prendre des vacances pour se remettre. Son rire sec m'a glacée. Elle a 66 ans. Moi, j'en ai 78. Et c'est moi qui suis en train de mourir. J'ai voulu protester, mais il m'a tendu la page des médicaments. Va dans la salle de bain. Compare avec ce qui est censé être là. J'ai obéi. Dans l'armoire à pharmacie, j'ai trouvé une série de flacons. J'ai comparé, croisé les données. Et j'ai vu. Les analgésiques puissants, bien que rechargés 2 fois, n'étaient presque pas utilisés.
Les enzymes digestives, censées être neuves, étaient déjà entamées. J'ai ramené les preuves. Paul a confirmé d'un hochement. Il dilue, une pilule sur 2. Moins cher, disait Jeanne. Les rendez-vous pour les soins palliatifs? Trop coûteux. Mes mains tremblaient. Ce n'est pas juste de la négligence, Paul, c'est de la maltraitance. Il m'a tendu un carnet glissé sous son oreiller. J'ai tout noté. Dose oubliée, rendez-vous annulé, argent détourné. La rigueur des détails m'a sidéré. Je lui ai proposé un vrai repas. Il a acquiescé et j'ai préparé une petite dinde, de la purée, des haricots verts. Ce n'était pas le festin prévu, mais c'était un vrai dîner. On a mangé en silence. Puis Paul a brisé le calme. Raconte-moi ton mariage. À quel moment t'as compris qu'Adrien n'était pas celui que tu croyais? J'ai réfléchi. C'est venu par vagues. Au début, il m'encourageait, soutenait mon activité de graphiste. J'avais mon studio, mes amis, mon indépendance. Je me suis arrêtée, mesurant à quel point tout avait changé. Puis il m'a proposé de travailler depuis la maison. Moins de frais, disait-il. Ensuite, mes logiciels buguaient sans cesse. Puis il m'a déconseillé certains clients. Trop chronophages, selon lui. Ensuite, il critiquait mes sorties. Fouillait dans mon téléphone. Paul a hoché la tête. Isolement progressif, stratégie classique. Et puis, mon père est mort. Il m'a laissé 28 000 euros. Adrien m'a convaincu de tout mettre sur notre compte commun. Pour la maison, disait-il. Celle qu'il vient de payer en croisière avec Émilie. J'ai posé ma fourchette. Je n'avais plus faim. Paul a repris doucement. Adrien et Jeanne voient dans les gens comme des ressources. Moi aussi, je suis tombée dans le panneau. Je croyais qu'elle m'aimait. Charmante au début. Adrien n'était qu'un adolescent sans figure paternelle. J'ai tout payé. École, voiture, vacances. Et puis, quand j'ai voulu imposer des limites, j'étais devenue l'égoïste. L'obstacle. J'ai murmuré « C'est exactement ce que j'ai vécu ». Après le dîner, il m'a guidée vers son ancien bureau, transformé par Jeanne en coin méditation, mais qui contenait encore son vrai coffre. Derrière un tableau sans valeur, un panneau dissimulait un coffre étanche. Il en a sorti des dossiers. Voici mes vrais biens. Des placements que Jeanne ne connaît pas. Un terrain dans les Alpes, des comptes aux îles Canaries, inaccessibles pour eux. J'ai feuilleté, abasourdi. Plus de 3 millions d'euros d'actifs, bien à l'abri. Adrien et sa mère vident faux mes comptes visibles depuis des années. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas les toucher. Il m'a montré un acte. Cette maison, elle n'est pas à mon nom, ni au leur. Elle appartient à une de mes sociétés écrans. Ils croient qu'elle leur revient. Ils se trompent. Adrien est au courant? Pas une seconde. Même mon avocat ne connaît pas tous les détails. Juste mon conseiller à Montpellier. Paul avait cette lueur, nouvelle, une flamme de défi. J'ai toujours su qu'Adrien finirait comme sa mère. Séducteur à l'extérieur, voleur à l'intérieur. Mais je pensais pas qu'il oserait te faire ça, à toi. Le lendemain, une visite inattendue a tout accéléré. Maître Delorme, l'avocate de Paul, est arrivée avec une mallette remplie de documents. Une femme stricte, la soixantaine, cheveux argent tirés en chignon, regard perçant. Elle m'a observé sans détour. Donc, vous êtes la belle-fille abandonnée. Paul lui avait parlé de moi la veille. Une alliée surprise, avait-il dit. Autour d'un café, elle m'a exposé les démarches. Modification du testament, transfert des actifs, constitution d'un dossier béton en cas de contestation. On aura besoin de tout organiser numériquement, a-t-elle précisé. Ma formation en graphisme m'a rendu utile. Parfait. Il nous faut une chronologie claire. Le soir, après son départ, Paul a ressorti un vieil album photo. « Regarde ici », a-t-il dit en pointant une image. Adrien adolescent, sa mère derrière lui chuchotant à l'oreille. Puis son père avant le divorce. Visage fermé, malheureux. Page après page, des scènes que je reconnaissais. Contrôle, manipulation, fausse affection. C'est comme voir mon propre passé, ai-je murmuré. Paul a hoché la tête. C'est pour ça qu'on doit les arrêter, avant qu'ils ne brisent d'autres vies. Ce soir-là, notre alliance a pris une autre dimension. Ce n'était plus un simple échange d'intérêts. C'était un pacte entre deux êtres trahis qui décidaient de se défendre ensemble. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner pendant que Paul se reposait.
Une idée m'a traversé l'esprit. Il fallait créer une version visuelle de sa détérioration, une mise en scène crédible de son état. On doit établir une narration cohérente, lui ai-je dit en lui servant un thé. Il a hoché la tête. Maître Delorme m'a dit que son frère possède une entreprise de matériel médical. Il peut peut-être nous aider discrètement. Un simple appel a suffi. Avant midi, son frère, Jean Delorme, est arrivé avec une camionnette banalisée remplie de matériel. Oxygène, perfusion factice, écran portable, boîte de médicaments vide, mais très réaliste. C'est ce qu'on utilise parfois pour les séries médicales, m'a-t-il expliqué avec un clin d'œil. Mais là, c'est du théâtre bien plus sérieux. Avec son aide et les directives précises de Paul, nous avons transformé sa chambre. J'ai disposé les équipements de manière stratégique. Oxygène bien en évidence, perfusion suspendue, électrocardiogramme simulé. Puis j'ai changé les draps pour ceux, blancs et rigides, de qualité hospitalière. Une fois tout en place, j'ai sorti mon téléphone. On passe à la photo. Paul s'est glissé dans le lit, m'a donné des instructions. Mets la lumière au-dessus. Elle accentuera mes cernes. Il a retiré ses lunettes, ébouriffé ses cheveux. J'ai ajouté un peu de fond de teint très pâle, joué avec les ombres. Le résultat était saisissant. Il avait l'air au bord de la mort. Puis ce fut mon tour. Tu dois avoir l'air épuisé, m'a-t-il dit. J'ai enlevé mon maquillage, décoiffé mes cheveux, enfilé un vieux pull trop grand. Paul a pris des photos de moi endormi dans une chaise dure, le front plissé d'inquiétude, d'autres où je préparais des médicaments avec des gestes précis. Parfait, a-t-il murmuré en les examinant. Et maintenant, à qui on envoie ça? À sa sœur, Camille, ai-je répondu. C'est la seule qui ait envoyé un message depuis leur départ. J'ai rédigé un message simple mais chargé. Paul a eu une nuit difficile. Fièvre à 39, douleur persistante. Je fais de mon mieux. Je vous tiendrai au courant. Réponse dans la minute. Oh non. Pauvre tonton Paul. Tiens-moi au courant surtout. Paul a souri. Hameçon lancé. Ensuite, j'ai joué la scène la plus difficile. J'ai appelé Adrien. Évidemment, il n'a pas décroché, mais j'ai laissé un message vocal. Paul a activé un enregistreur pour capturer mon appel. Adrien, c'est moi. L'état de Paul se dégrade rapidement. L'infirmière est inquiète. Appelle-moi dès que tu peux. J'ai vraiment besoin de toi. Ma voix tremblait, juste ce qu'il fallait. J'ai réitéré l'appel toutes les 3 heures, chaque fois plus paniquée, plus éreintée. Entre 2 messages, j'ai créé un journal médical fictif. Température, douleur, nausées. J'ai même antidaté les premiers jours, pour rendre le récit plus crédible. Paul m'a observé longuement. Tu aurais dû faire du théâtre. C'est juste de la narration créative, ai-je répondu, mais bien documentée. Vers 16 heures, quelqu'un a frappé à la porte. Une vieille dame, un plat fumant dans les mains. Je suis Monique Delvaux, votre voisine. J'ai préparé un gratin. Ça doit pas être facile de s'occuper de Paul. Je l'ai invitée à entrer. Elle m'a offert une opportunité inespérée. Autour d'un café, elle a partagé ses observations. Ce garçon, votre mari, il n'est pas mieux que sa mère. Pardonnez-moi. Aucun souci. Je découvre seulement maintenant dans quelle famille je suis tombée. Elle a hoché la tête, émue. Paul a toujours été généreux. Il a payé les études d'Adrien, lui a offert sa première voiture. Et voilà comment il le remercie, en le laissant crever tout seul. J'ai laissé ma colère affleurer. Ils m'ont juste laissé une note, rien d'autre. Elle a posé une main chaude sur la mienne. Le mois dernier, Paul est tombé dans son jardin. Mon mari l'a aidé. Adrien n'a même pas bougé du salon. Il regardait un match. Avant de partir, elle a promis de prévenir les autres voisins. Le bouche à oreille dans le quartier s'est activé. En 2 jours, 5 voisins sont venus. Chacun avec une histoire, un plat ou un mot de soutien. Chacun devenant un témoin potentiel de l'état de Paul et de l'absence honteuse de sa famille. Samedi matin, maître Delorme est revenu avec les derniers documents. Nous avons emmené Paul à la banque, celle où il avait ses comptes depuis 30 ans. Le directeur, M. Valette, l'a accueilli avec chaleur. « Monsieur Durand, quelle surprise. Vous avez bonne mine. »« Je mets mes affaires en ordre, » a répondu Paul, sa voix volontairement faible. La mémoire fonctionne encore. Le reste, un peu moins. Dans un bureau privé,
Paul a signé les transferts de ses biens vers une série de fondations caritatives et un fonds me désignant comme gestionnaire. Monsieur Valette observait, ému. « Votre beau-fils est passé la semaine dernière, a-t-il lâché. Il a posé beaucoup de questions sur vos comptes. » Paul a souri, amer. Toujours un coup d'avance, ce garçon. Le banquier a ajouté : « Je me souviens de lui, jeune. Il s'est plaint du chèque de fin d'études. Il voulait une voiture plus chère. » Encore une preuve, encore un témoin. Ce soir-là, Camille a appelé en visio. Paul s'est allongé, oxygène installé, équipement visible. Je me suis décoiffée, mes joues rougies de stress. J'ai répondu en montrant mon visage exténué. « Jade, tu as une mine affreuse. Paul va mal. » « Il tient le coup, ai-je dit en tournant la caméra vers lui. Paul a simulé une respiration difficile, les yeux mi-clos. « Camille, c'est toi ?» a-t-il murmuré. « Oui, tonton. »« Je suis là. Tu veux que je dise à Adrien de rentrer ? Est-ce qu'il tiendra jusqu'à lundi ?» J'ai répondu en toute sobriété. « On ne sait pas. Il demande souvent Adrien dans ses moments de lucidité. Je vais lui dire d'appeler. Mais tu sais, les billets sont non remboursables. Et maman est très fatiguée. » J'ai hoché la tête, compréhensive. Quand la conversation s'est terminée, Paul a retiré l'oxygène. « Tu as tout enregistré ?» J'ai levé mon deuxième téléphone. Chaque mot. Il a soupiré, triste mais soulagé. Voilà leur vrai visage. Peser un billet d'avion contre une dernière chance de dire adieu. Je me suis assise près de lui. Les larmes montaient. « Je suis désolée. » « Ne le sois pas. Tu m'as offert plus de compassion en 3 jours que en 10 ans. » Il m'a pris la main. « Tu sais le plus étrange ? Grâce à toi, ces derniers jours ont été les meilleurs depuis longtemps. » On est resté là, en silence, liés par une souffrance devenue alliance. La contre-attaque était prête. Il ne restait plus qu'à la déclencher au bon moment. Le dimanche matin, j'ai tout de suite senti que quelque chose avait changé. Quand j'ai apporté son thé à Paul, ses mains tremblaient davantage. Ses lèvres avaient une teinte bleutée. « Tu n'as plus besoin de faire semblant, » ai-je soufflé. « Tu es vraiment mal aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Il a esquissé un sourire fragile. Ironique, non ? Après toute cette comédie, c'est maintenant que la réalité nous rattrape. J'ai appelé Diane, l'infirmière en soins palliatifs qui passait de temps en temps. Elle m'a promis de venir dans l'après-midi, mais m'a aussi prévenu. Son état était probablement en phase terminale. J'ai ressenti une vague protectrice m'envahir. La vengeance pouvait attendre. Ce qui comptait désormais, c'était le confort de Paul. « Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner ?» ai-je demandé. Il m'a regardé avec un éclat presque enfantin. « Des pêches à la crème. Ma femme, Solange, m'en faisait chaque dimanche. J'ai traversé toute la ville pour en trouver, même hors saison. Quand je suis rentrée, j'ai coupé les fruits en fines tranches et ajouté une touche de crème fouettée. Lorsqu'il y a goûté, ses yeux se sont emplis de larmes. Comme elle les faisait. Plus personne ne se souvient de ces choses-là. Ce jour-là, je n'ai rien fait pour alimenter notre plan. J'ai simplement pris soin de lui. J'ai ajusté ses oreillers, lui ai lu des passages de l'Adieu aux armes, j'ai passé les morceaux de piano classique qu'il m'avait dit aimer. La tendresse qui s'était tissée entre nous m'a prise par surprise. « Tu sais, m'a-t-il dit, lucide, dans l'après-midi, personne ne m'a traité avec autant de respect depuis que Solange est partie. Étrange, hein ? Une inconnue me donne plus d'amour que ma propre famille. » Diane est arrivée vers 15 heures. Après l'avoir examinée, elle m'a prise à part. Ses organes lâchent. Il lui reste peut-être quelques heures, une journée au plus. Même si je le savais, l'entendre m'a coupé le souffle. « Tu veux que j'appelle sa famille ?» Elle a hésité, puis a secoué la tête. À ce stade, c'est à lui de décider. Et s'ils ne sont pas là maintenant ? Elle n'a pas terminé sa phrase. Paul avait entendu. « Ne les appelle pas », m'a-t-il dit dès qu'elle est partie. Ils ont choisi. Maintenant, c'est à nous de finir ce qu'on a commencé. Il m'a tendu son téléphone. « Appelle maître Delorme. Il est temps. » 1 heure plus tard, elle est revenue avec un notaire, monsieur Hébert. Paul s'est redressé avec une force que je ne lui avais pas vue depuis des jours. « Vous êtes sûr de pouvoir signer ?» lui a demandé l'avocate. « Plus sûr que jamais, a-t-il répondu. Mourir donne une certaine clarté. »
Il a signé les derniers documents, officialisant le transfert de ses biens, précisant les dons aux associations de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Et il a expressément mentionné l'abandon d'Adrien comme raison de sa désinsertion. Puis, il a demandé à enregistrer une dernière lettre. Maître Delorme a installé sa tablette. Paul a parlé avec calme, mais une intensité déchirante. « À ma famille », a-t-il commencé. « Quand vous lirez ceci, je ne serai plus là. » Mais il faut dire certaines choses. Il a évoqué les fêtes passées seules, les rendez-vous annulés, les mots cruels chuchotés, en pensant qu'il ne les entendait pas. « Je n'écris pas cela avec colère », a-t-il poursuivi, mais avec lucidité. Ce n'est pas la maladie qui fait le plus mal. C'est de comprendre qu'on a été un poids pour ceux qu'on a aimés. Quand il a terminé, même M. Hébert avait les larmes aux yeux. Maître Delorme a serré sa main en silence. « On fera en sorte qu'ils entendent chaque mot », a-t-elle promis. Après leur départ, Paul m'a demandé sa vieille caméra. Ils vont peut-être contester le testament. Je veux qu'ils me voient, lucide, conscient. Je l'ai filmé pendant 20 minutes. Il a raconté des années d'humiliation, de négligence, les remarques qu'on lui faisait, les médicaments qu'on oubliait exprès. Puis il a conclu avec cette phrase « Jade m'a donné plus de dignité en 4 jours que ma famille en 4 ans. Elle seule mérite de recevoir ce que j'ai bâti. » En début de soirée, Paul m'a demandé de l'installer dans son fauteuil près de la fenêtre. Il y a une bouteille de Porto dans mon bureau, derrière les manuels d'économie. Solange et moi l'avions gardée pour nos 50 ans de mariage. Je l'ai trouvée, poussiéreuse mais intacte. J'ai versé 2 petits verres dans des coupes en cristal oubliées. « À la justice », a-t-il dit. « À la dignité », ai-je ajouté. Nous avons bu lentement, dans le silence. Parfois, il parlait de Solange, de leur jeunesse, de ce qu'il n'avait jamais eu le temps de faire. Jamais il n'a évoqué Adrien. Vers minuit, j'ai senti son souffle devenir irrégulier. J'ai reposé le livre que je lui lisais et j'ai simplement tenu sa main. Il n'a rien dit de plus. Aucun grand mot. Aucune révélation. Il s'est éteint tout simplement, sa main devenant froide dans la mienne. J'ai attendu longtemps, immobile, les larmes coulant doucement. Cet homme, que je ne connaissais que depuis 4 jours, avait bouleversé ma vie. En prenant soin de lui, j'avais découvert une force nouvelle, une clarté que je n'avais jamais ressentie. À l'aube, j'ai appelé Diane. Elle est venue constater le décès. Elle a observé son visage paisible. Beaucoup de malades montrent des signes d'angoisse à la fin. Lui, il a l'air d'avoir juste fermé les yeux. C'est ce qu'il a fait, ai-je murmuré, en écoutant du Chopin et en buvant un Porto de 50 ans. Ensuite, j'ai contacté l'entreprise funéraire recommandée par Maître Delorme. 2 hommes silencieux sont venus chercher Paul. L'un d'eux m'a dit « On le connaissait. Toujours le premier à donner pour nos collectes. » Quand ils sont partis, la maison m'a paru étrangement vide. J'ai pleuré un moment, puis je me suis remise à l'œuvre. Le retour de la famille était prévu pour lundi. Ils pensaient trouver un mourant encore vivant. À la place, ils trouveraient la vérité. J'ai déposé la lettre de Paul dans une enveloppe crème, bien visible sur la table basse du salon, appuyée contre une photo de famille. Je ne l'avais jamais remarqué jusque-là, mais sur ce cliché, Adrien et Jeanne souriaient à pleines dents, tandis que Paul restait légèrement en retrait, effacé. Dans la salle à manger, j'ai disposé les dossiers qu'il m'avait confiés. Relevés bancaires annotés, rapports médicaux ignorés, lettres d'annulation de rendez-vous, factures d'achat injustifiables. La vidéo de son témoignage était prête à être lancée sur la télévision, posée sur l'écran d'accueil, télécommande bien en évidence. J'ai ensuite rassemblé mes affaires, plié mes vêtements dans ma valise et sur le lit conjugal, j'ai laissé 2 impressions nettes. Un tirage des photos de la croisière d'Adrien, où il embrassait Émilie sur le pont du navire, et un relevé bancaire montrant le retrait de nos économies, daté 3 jours avant mon arrivée. Une ligne du temps limpide. Tout était prêt. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était attendre. Le lundi, à midi, j'ai entendu des portières claquer. Des éclats de voix, des rires étouffés, des pas sur le gravier. Je me suis tenue droite dans le salon, vêtue d'une robe noire sobre. Adrien a poussé la porte en premier, un sac de souvenirs à la main suivi de Jeanne, bronzée, et d'Émilie, visiblement mal à l'aise. « Chérie, on est rentré. »
Adrien s'est figé en me voyant. Son sourire s'est effacé. Pourquoi tu es habillée comme ça? Jeanne a avancé, sa pochette de luxe à la main. Où est Paul? Il fait la sieste? Sa voix était aussi légère que si elle parlait d'un chat. Paul est mort samedi soir, ai-je dit posément. Les sacs d'Adrien sont tombés au sol. Émilie a reculé d'un pas. Qu'est-ce que tu racontes? Jeanne a sursauté. Comment ça, mort? Il s'est éteint paisiblement, vers minuit. Les obsèques ont eu lieu hier. Beaucoup de voisins sont venus, d'anciens collègues aussi. C'était très digne. Le visage d'Adrien est passé de la stupeur à la panique, puis à quelque chose de plus dangereux, le calcul. Tu as organisé ces funérailles sans nous? Sa propre famille? Sa famille était informée, ai-je répondu. J'ai laissé plusieurs messages sur vos téléphones. C'est vous qui avez choisi de ne pas répondre. Camille a pris une teinte pâle. J'ai dit à Adrien de te rappeler. Paul n'avait pas l'air bien. Adrien l'a ignoré. Il faut qu'on s'assoie, a-t-il déclaré. Oui, ai-je acquiescé. C'est exactement ce qu'il faut. Je les ai guidés dans le salon. Personne n'a osé s'asseoir dans le fauteuil de Paul. Je leur ai tendu la lettre. Jeanne s'est impatientée. Il a modifié son testament, c'est ça? Peut-être devriez-vous l'écouter avant de tirer des conclusions, ai-je suggéré. J'ai ouvert l'enveloppe et commencé à lire. La voix de Paul, à travers moi, a rempli la pièce. Il ne hurlait pas sa colère. Il exposait les faits. La solitude, les rendez-vous oubliés, les remarques blessantes. Les Noëls où il mangeait seul pendant qu'eux s'offraient des vacances. Et surtout, cette douleur sourde de n'être plus vu comme un père, mais comme un fardeau. Lorsqu'enfin j'ai refermé la lettre, le silence était absolu. Jeanne avait le visage figé. Adrien semblait au bord de l'implosion. Camille regardait le sol. Émilie, elle, cherchait la sortie des yeux. Adrien s'est raclé la gorge. Il était confus à la fin, sous médicaments. Il était parfaitement lucide, ai-je coupé. Et il a laissé une vidéo? Jeanne a levé les bras. C'est grotesque. Une mise en scène, ça ne changera rien légalement. Vraiment? Ai-je dit en me levant. Suivez-moi. Dans la salle à manger, j'ai ouvert les dossiers. Adrien a pâli en les découvrant. C'est quoi tout ça? Des preuves. De négligence, de détournement de fonds, de maltraitance. Des relevés, des témoignages, des photos. J'ai ouvert le dossier principal. Des mouvements bancaires étranges. Des achats personnels justifiés comme frais médicaux. Vous appeliez ça prendre soin de lui? J'ai lancé la vidéo. Paul y apparaissait épuisé, mais limpide. Il parlait avec une précision glaçante. Adrien a pâli à vue d'œil. Paul racontait les repas laissés hors de portée, les remarques humiliantes, les médicaments volontairement sous-dosés. Jeanne s'est levée d'un bond. Tout cela est fabriqué. Elle l'a manipulé. On a sonné à la porte. Je suis allée ouvrir. C'était Maître Delorme et le notaire. Je tombe bien? Parfaitement, ai-je répondu. Ils viennent d'entendre son dernier message. Elle a posé sa mallette sur la table. En tant qu'exécutrice testamentaire, je suis venue pour officialiser les dispositions du défunt. Adrien a redressé la tête. Il croyait encore avoir l'avantage. Allons droit au but. Maître Delorme a consulté ses documents. Paul Durand lègue l'ensemble de son patrimoine à Jade Chevalier, avec des dons importants à plusieurs associations de défense des personnes âgées. Un silence de mort s'est installé. Jeanne a hurlé « Ce n'est pas possible. Nous sommes sa famille. » Justement, a répondu l'avocate, il cite explicitement votre abandon comme motif de votre exclusion. Adrien a tenté « On contestera. C'est de la fraude. » Maître Delorme est resté imperturbable. Vous pouvez essayer, mais avec les vidéos, les témoignages, les dossiers, vous risquez surtout de perdre beaucoup d'argent. Jeanne s'est figée. Quel bien? Quelle maison? L'avocate l'a regardé droit dans les yeux. La maison que vous occupez est la propriété d'une société contrôlée par Jade. Les comptes que vous utilisiez ont été gelés. Adrien a vacillé. Mais, et notre fonds pour les études? Camille s'est tournée vers lui, inquiète. Tu veux dire, il n'a jamais été créé? Adrien n'a pas répondu. Les voix se sont élevées. Accusation.
Pleurs. Émilie a fui en silence. Je les ai laissés s'enfoncer dans leur propre désordre. J'ai pris ma valise et mes clés. Adrien m'a suivi dans le couloir. Jade, attends. J'ai fait une erreur. Émilie, ce n'était rien. On peut repartir à zéro. J'ai retiré mon alliance. Je l'ai posée dans sa main, avec les clés de notre ancien appartement. Tu as laissé ton père mourir seul. Tu ne mérites rien. Je suis sortie. Il a crié derrière moi. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu l'as manipulé. Je me suis retournée une dernière fois. Tout était légal. Et tu m'as appris une chose précieuse. Toujours garder les preuves. J'ai quitté la maison. Sur le perron d'en face, Madame Delvaux m'a adressé un signe discret. Je l'ai salué, le cœur battant mais léger. Ce que Paul m'a légué, ce n'est pas qu'un avenir sécurisé, c'est une certitude, celle que j'ai agi avec honneur. Tandis que je démarrais la voiture, je ne pensais pas à la vengeance. Je pensais à Paul, à sa dignité retrouvée, et à ma seconde chance. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Mon moment préféré reste ce toast au Porto, entre souvenirs et justice. Et vous? Quelle scène vous a le plus marqué? Je lirai vos commentaires avec gratitude.